on galérait, on allait fermer la boîte, on avait des dettes, enfin c'était la merde quoi. En gros, on a fait 5 ans sans se payer. Aujourd'hui, on a 5 squads. Moi, c'est un rêve de gosse d'avoir 5 squads, de dire attends, on peut avoir 5 sujets en parallèle qu'on peut tacler à fond quoi. Et ça, c'est du luxe. Vous avez fait x4 en 3 ans, passé de 10 à 40 millions de chiffre d'affaires en 3 ans. Ouais. Vous avez vocation à rester sur le marché américain? On est une boîte hyper produit parce que les founders sont pré-produits, on va penser produit. Et on a tellement besoin du produit aujourd'hui et le produit drive tellement le business et le marketing. La roadmap produit, c'est presque la roadmap de boîte. Il y avait un peu cette sur un raccourci, mais voilà. T'es pas ce CEO d'une boîte de 80 personnes qui est plutôt sur le day-to-day de manière généraliste de la boîte, comme on peut voir dans beaucoup de boîtes. Je pense que c'est le mot manager qui me posait problème parce que le founder mode est opposé au manager mode. Et donc le principe, c'est qu'on embauche des gens qui savent manager l'extérieur pour faire tourner la boîte et du coup, le CEO, il manage des managers et il doit pas être dans le courant en fait, dans le run de la boîte. Il y a un gars qui me contacte, il s'appelle Antoine, je dis ok, ouais, Antoine Lecomte, on prend un café en fait, il venait je crois de revendre une boîte de photos. Il me pitch Cheers en fait. Et à ce moment-là, en fait, je l'écoute et moi je faisais de l'organisation de photos, je lui dis mais attends, mais l'impression photo ça n'a aucun avenir mec. Puis vraiment tu vas dans le mur. Là. Comme quoi, hein, le CEO visionnaire a beau fin. Salut Guillaume. Salut. Ça va? Bien et toi? Content que tu sois monté, je sais pas comment t'es venu jusqu'à Paris, toi qui viens de la Beige, comme je le disais en intro, qui était un village que je connaissais pas jusqu'à toi, à côté de Toulouse, c'est ça? Ouais, juste à côté, ouais. Et alors moi c'est incroyable parce que je pense que d'ailleurs comme beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, Pictarine, je connaissais de nom, je voyais un peu le produit, je savais pas du tout où vous étiez localisé. Et c'est en ayant une introduction via du coup Mathieu qu'on remercie. Ouais, merci Mathieu. Qui était au club Bootstrap avant, que je découvre en fait sur votre page, sur votre landing page en anglais, que c'est marqué La Beige à côté de Toulouse en fin du site. Et je me dis mais c'est quoi ce délire, c'est quoi cette boîte? Mais c'est vrai que ça surprend pas mal les gens ouais, que notre business soit 100% aux US et que 100% des gens soient en France, quoi. Et notamment à La Beige. C'était une conviction de base ou pas? Non, pas du tout. Ça a été à l'occasion en fait. Nous, on a déménagé donc à Chicago en fait pour faire exploser la boîte. À l'époque, c'était la folie d'Instagram et tout ça et la folie du mobile en fait. Et donc nous, on est rentré à fond dans le mobile parce que tu avais tes photos là-dessus. Donc on faisait des produits photos, donc ça faisait vraiment sens. Et donc on arrive à Chicago, on monte le produit, il y a ce partenariat qui se passe. Mais à un moment, on n'a pas pu rester aux US en fait. Donc on est rentré et on s'est installé. Enfin, moi, je me suis installé à Toulouse en fait. J'avais un pote qui était là, je débarque chez lui. T'étais pas de là-bas? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai un pote. C'est marrant, c'est que c'est mon meilleur pote et depuis, il a monté une start-up. Je lui ai filé le virus. Mais ouais, j'ai débarqué parce que je connaissais quelqu'un à Toulouse et j'avais pas envie de revenir à Paris. Okay. Parce que je sais pas, dans ma tête, c'était. T'es parisien à la base? Je suis pas parisien non plus. Je suis de Charente-Maritime. Okay. Voilà. Et mais j'étais à Paris quand t'as monté Pictarine? Ouais, je me suis monté à Paris pour le boulot. Ouais. Et c'est là que j'ai rencontré mon associé. Okay. Chicago et retour en France, Toulouse. Chicago la Beige. Voilà. Et attends, tu dis on n'a pas pu rester aux US, pourquoi? On n'a pas pu rester aux US. Alors, il y avait plusieurs choses. C'est que, premièrement, le business décollait pas, en fait. On galérait, on allait fermer la boîte, on avait des dettes. Enfin, c'était la merde, quoi. En plus, on attendait notre fils. Et puis, là-bas, l'accouchement, quand tu n'as pas d'assurance maladie, c'est 20 000 balles. Okay. Donc, tu te mets à dire 20 000 balles en France, c'est gratos. On va peut-être rentrer quand même. Et puis, en même temps, le visa arrive à expiration. Et un visa, c'était 10 000 balles à l'époque pour avoir un renouvellement de visa de 1 an. Et du coup, ça a été vite fait, en fait. On s'est dit, on rentre, et puis c'était Toulouse. Ok. Et donc, tu veux dire qu'après votre accélération par Techstars, la boîte n'a pas décollé directement? C'était pas tout de suite? En fait, on était sur un modèle un peu Instagram. Donc, la monétisation, c'était pour les nuls, en fait. On se ferait racheter. Comme beaucoup de boîtes pensent en fait. Ouais, donc c'est monter un produit pour être acheté, pas forcément vouloir le monétiser. Donc on avait 100 000 utilisateurs, tu vois, on avait 100 000 utilisateurs, on avait plus de 100 000 downloads. Et derrière, on voyait bien que on voyait pas la croissance en fait, et on n'avait aucune piste pour comment passer de 100 000 à 1 million en fait. Et c'est là où on a commencé à itérer avec des propositions de valeurs différentes, et on s'est dit on va imprimer directement les photos qui sont sur le téléphone. Et puis voilà, c'est là où ça a commencé à décoller parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvé à faire 7 000 balles de chiffre d'affaires le premier mois, 15 000 balles, 23 000 balles le mois suivant, et après, c'est monté, quoi. Et on était que deux. Raconte-nous, parce qu'on n'a même pas dit ce que c'était que Pictarine. Ouais, alors, le modèle d'avant, donc quand tu es aux US, tu me dis que tu commences à faire du chiffre d'affaires, c'est quoi ce modèle-là? Et peut-être qu'on va faire un retour direct maintenant à ce que c'est que Pictarine. C'est combien de temps plus tard là? C'était aux US qu'en 2012, 2013 2012, 2013, ouais, c'est ça. Ouais. Donc 12 ans plus tard. Donc je veux bien l'avant-après. C'était quoi en 2013 et c'est quoi maintenant? Ok.
Alors, il y avait avant 2013, où là, on faisait de partage de photos, des choses comme ça. Après, on a embrassé le social et on s'est dit, on va faire un agrégateur de toutes les photos de tes services en un seul feed. Et quand on est parti de Chicago, et là où on a commencé à faire les premiers euros, c'était juste imprime les photos qui sont sur ton téléphone. Okay. Tout simplement. Et aujourd'hui, on imprime les photos qui sont sur le téléphone aussi, tout simplement. La différence par rapport à ce que la plupart des gens connaissent, c'est que nous, on fait de l'impression hyper rapide et en bas de chez toi. C'est-à-dire que tu veux imprimer des photos ou un poster, refaire la déco sur la déco de la chambre de ton fils. Ce qui va se passer, c'est que tu vas commander depuis ton téléphone et tu descends en bas de chez toi, 20 minutes après, tu as le produit. Et ça c'est vraiment le facteur différenciant, en fait. Et on a un réseau de 17 000 magasins aux États-Unis, ce qui fait qu'on couvre pas mal les US. 100% du chiffre d'affaires est aux US ? 100%. Ok. Donc c'est une boîte de la Belge, dont le chiffre d'affaires se fait aux US, avec une cible qui est du pur B2C ? Pur B2C, ouais. Ouais, pur B2C. Et donc on se rend compte qu'on est 12 ans plus tard, tu as parlé des petites galères du début, enfin les petites galères qui ont quand même pris quelques années. C'est facile maintenant de dézoomer, mais je pense que quand tu fais, c'est quoi, 3-4 ans de galère, plus que ça même ? En gros, on a fait 5 ans sans se payer. Donc, ça a été 5 ans de bonnes galères avant de générer vraiment du chiffre d'affaires et de pouvoir se payer. Ouais. Donc, quand c'est forcément la galère quand tu as du perso, c'est clair. Que tu perds de l'argent personnellement tous les mois. Ton fils qui arrive et tout. Voilà. Donc, forcément, c'est la galère à ce moment-là. Tu m'étonnes. T'avais bossé un peu avant, du coup Ouais, j'avais bossé 4-5 ans en informatique, finance et tout ça. C'est là où j'ai rencontré Max, mon associé. Ah oui. Très clair. Donc là, on est en 2025. L'entreprise qui est incroyable, et ce que j'ai découvert après, c'est que c'est une boîte que vous avez complètement bootstrappée, donc pas de financement externe. Ouais. Que tu communiques aujourd'hui faire 40 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est du chiffre d'affaires, tu m'as corrigé tout à l'heure, et pas de l'ARR. On va en parler de tout ça. Donc bootstrap sur ces niveaux-là, avec une équipe de 80 personnes, tu disais ? Ouais, on est 86, je crois, depuis très peu. Là, ouais. Pourquoi vous n'êtes pas sur tous les tableaux des boîtes qui se vantent de faire des chiffres d'affaires sur nombre d'employés incroyable en ce moment? Je t'ai pas vu nulle part. Si, en tout cas, c'est une métrique. Moi, j'adore le fait de dire combien de chiffre d'affaires par employé. C'est important, en fait. Notamment quand tu joues avec les vraies règles des entreprises, c'est-à-dire que tu es bootstrap et que tu cherches la rentabilité. Donc, oui, on a grossi dernièrement, parce que avant on était, et on va en parler, mais avant on était une trentaine pendant pratiquement 10 ans en fait. Et là on grossit, là on a grossi de quoi, soit 50 personnes en 1 an et demi, 2 ans. Donc ça a été un grand changement. Ouais. Pourquoi tu grossis d'ailleurs ? Quelle est la motivation derrière ça ? Alors c'est pas pour faire du management, c'est pour pouvoir impacter plus en fait. C'est l'impact qui est derrière. Se dire que avant, on avait une seule squad. Ouais. Aujourd'hui, on a 5 squads. Et moi, c'est un rêve de gosse d'avoir 5 squads, de dire, on peut avoir 5 sujets en parallèle qu'on peut tacler à fond, quoi. Et ça, c'est du luxe. Et quand tu es bootstrap, tu es forcément focus. Donc, tu n'as pas le choix, tu as droit qu'à une squad, en fait. Ouais. Et donc on s'embourgeoise, je pense, avec 5 squads. Et on peut faire des et pas des ou. En fait, on n'est pas toujours obligé de dire, on est obligé de faire soit ça, soit ça. Là, on peut faire 5 trucs en même temps. C'est intéressant ce que tu dis, qu'en gros, la motivation, c'est d'être plus gros pour pouvoir adresser plus de sujets. Ça va à l'inverse de se dire, il vaut mieux prioriser son temps parfois et aller sur les bonnes choses qui ont probablement le plus d'impact sur ta croissance. Ouais. Et toi, tu me dis, non, on veut en adresser plus d'un coup. Ouais. Ça va être bouclé avec une question qui est, et après, on va partir direct dans le vif de le sujet de cet épisode qui va être effectivement que vous avez grossi, vous avez fait x4 en 3 ans, passé de 10 à 40 millions de chiffre d'affaires en 3 ans. Ouais. Tout ça à nouveau, bootstrap, etc. Et donc, pour ça aussi que la croissance de l'équipe, on la voit. Mais vous avez vocation à rester sur le marché américain ? Oh oui. Et que le marché américain, je veux dire ? Ah non. Non, okay. Le marché américain, il est énorme. Enfin, c'est pas pour rien qu'il nous a fallu 10 ans pour arriver à le conquérir, en fait, c'est qu'il est vaste, en fait. Donc oui, aujourd'hui, on est parmi les leaders et on a envie d'aller au-delà. Puis personnellement, moi, ce que j'ai envie de faire, j'adore Cheers, mais j'imprime mes photos avec Cheers, avec Rosemood en France. Personnellement, j'ai envie d'imprimer mes photos avec mon propre service. Ouais, et tous les gens chez nous, chez Pictarine, c'est ça, en fait. Ils sont là. C'est cool, mais on ne peut pas vivre l'expérience. Et on pourra parler aussi de cette spécificité qu'il y a c'est pas comme Blablacar, en fait, tu peux pas prendre un Blablacar, non. Là, tu peux pas
expérimenter l'expérience que tu crées. Donc, pour les PM notamment, c'est problématique. Ouais. Ils partent là-bas, j'imagine, parfois. L'année dernière, ils sont partis là-bas, justement pour vivre ça, quoi. Et alors, pourquoi ne pas avoir lancé en France avant ? Pourquoi ne pas en fait, on était là-bas, déjà, quand ça s'est fait. Et ensuite, en France, c'est pas du tout développé. Il n'y a pas la même mentalité. Alors, ouais, t'as des Leclerc, t'as des Fnac avec ces services-là. Mais là-bas, c'était bien plus poussé, en tout cas. Et c'était assez opportuniste au début. C'est les magasins Walgreens avec qui on a commencé. Ils avaient leurs API d'ouvertes et ils nous ont dit innover avec nos 9000 machines. Enfin, 9000 magasins avec des imprimantes. Et donc, c'est ce qu'on a fait, en fait. Et donc, le terrain de jeu était tellement vaste qu'on ne s'est pas posé la question de venir ici parce qu'on n'avait pas... on n'avait pas conquis les US, quoi. Okay. Et encore une fois, aller à l'international, c'est un défocus aussi. On est vraiment allé dans la profondeur du produit pour se dire on va vraiment poncer le flot avant de penser expansion, quoi. C'est marrant, tu dis aller à l'international pour un Français, ouais, c'est vrai. Qui veut dire aller chez lui, en fait. C'est ça, exactement. Non, mais c'est une bonne mentalité. Donc, en gros, tu me dis qu'en 12 ans, parce que, mine de rien, ça fait 12 ans que vous avez fait ce pivot et que vous êtes plus ou moins sur cette offre, même s'il y a des choses qui ont bougé, on va en parler dans l'épisode. En 12 ans, tu me dis que c'est suffisant sur votre modèle et votre marché de rester aux États-Unis. Enfin, les US sont suffisants en termes de profondeur de marché pour s'amuser avant de partir ouvrir d'autres pays, quoi. En tout cas, pour une boîte bootstrap qui se veut être rentable et qui se veut efficiente, en tout cas, on n'avait pas le choix, en fait. On avait un grand terrain de jeu, mais en même temps, à l'international, on ne pouvait pas l'assumer, quoi. Ok, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même mentalité, ou en tout cas celle qui a été diffusée dans l'écosystème. Quand tu lèves beaucoup d'argent, que tu donnes à tes investisseurs cette vision qu'on va partir à l'étranger très vite, direct, et que tu veux, alors ça dépend de ton business, mais que tu veux effectivement ouvrir un bureau aussi et là, etc. Toi, tu me dis, nous, c'est focus, on peut pas faire n'importe quoi. De toute façon, on est sur le bon marché pour la faire grossir. On va aller au bout du bout sur ce marché, et ensuite, avec toute notre connaissance et l'argent qu'on a, on pourra aller ouvrir d'autres marchés, dont le nôtre, le marché maison, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, hyper intéressant. Écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif. Donc le sujet qu'on va adresser aujourd'hui, c'est comme d'hab, une étape stratégique dans ta boîte. En l'occurrence, celle qui a été que vous avez grossi très vite en très peu d'années, puisque vous avez multiplié par 4 votre chiffre d'affaires en 3 ans, sachant que le modèle actuel a 12 ans d'existence. Donc en un quart de cette durée, vous multipliez par 3 le chiffre d'affaires. Franchement, bravo déjà, c'est hyper impressionnant. On peut pas le dire autant quand on lève beaucoup d'argent, même si tout est très dur. Là, ça l'est encore plus, je pense. Et donc ça, on va l'adresser sur plein de volets. Bien sûr, le produit, et je sais que tu adores ça. Ça tombe bien, moi aussi, on est sur un podcast produit, mais également tout ce qui touche au produit, et le produit est large. Donc ravi qu'on parle ensemble de ce qui se passe dans les coulisses, sur l'équipe, l'orga, la distri, bref, je vais t'aider à cadrer tout ça. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, la première question, ça va être pourquoi il y a une telle accélération il y a 3 ans ? Qu'est-ce qui se passe de votre côté ? Et je pense que ça a commencé par une réalisation entrepreneuriale avec Max, mon associé. On s'est dit, mais ça fait plus de 10 ans qu'on est sur... Enfin, ça faisait 10 ans qu'on était sur le produit, la boîte, et on s'est dit, attends, on a besoin de challenge là. Et c'est vrai que là, ça a commencé à ronronner, en fait. Et on avait une app qui était très utilitaire. Un flow hyper simple. Et les gens disaient, c'est tellement simple, c'est génial et tout ça. C'était simple. Mais à un moment, on avait envie de plus, en fait. Et donc, on s'est dit, soit on fait plus en packageant la boîte, en la vendant, ou soit on va chercher beaucoup plus haut, quoi. Et donc, il y avait ce besoin entrepreneurial, et il y avait un besoin un peu plus produit, c'est de dire, en fait, le côté utilitaire, on avait un peu suivi ce que proposaient les partenaires et ce que les autres faisaient sur le marché. On avait optimisé au maximum le produit. À un moment, tu as dit, mais en fait, les optimisations, c'est cool, mais on a envie de révolutionner quelque chose. On a envie de disrupter un marché. Et donc, ces deux choses ont fait qu'on s'est dit, mais là, on veut réinventer l'expérience d'impression photo. On pense que c'est temps, en tout cas, et qu'on peut faire quelque chose. Il y a une ouverture. Il y a eu la révolution d'Internet avec l'apparition des photobox, photo web. Il y a eu la révolution smartphone, dont on en fait partie, Cheers aussi, la Lab. Et là, il y a la révolution de l'IA qui arrive aussi. On commençait à la sentir arriver. Et on s'est dit, et si on y allait à fond et qu'on réinventait cette expérience. Et donc, c'est né de ça, en fait, je pense, cette ambition qui est montée en nous, de ce couple de cofondateurs, et qui a fait que ça a été l'impulsion, en tout cas. C'est l'impulsion où on s'est dit, allez, on va voir si c'est possible, on tente. Ok.
Donc ce virage, c'est à la base une volonté personnelle, finalement, de vous deux. C'est pas parce qu'il y a eu un concurrent qui est arrivé, il faut se repositionner ou rebosser le produit. C'est pas un changement de marché profond, si ce n'est l'arrivée de cette technologie IA qui amène beaucoup de curiosité dans son propre cas. Ok, c'est hyper intéressant ça, comme j'avais pas vu comme ça. C'est vraiment les fondateurs, c'est une envie forte des fondateurs et c'est pour ça que on pourra parler du Founderman, mais nous chez nous c'est vraiment quelque chose qui est puissant parce que on remet nos tripes, on repart pour un tour en fait quelque part. C'est pratiquement une autre start-up quoi. Vous vous êtes posé la question de vendre ? Ouais, on s'est posé la question de vendre. Longtemps ? Non. Il y avait des propositions encore ? Non. Non, il n'y a pas de proposition. On s'est dit, est-ce qu'on... en fait, le truc, c'est aussi quand tu es à... Il y a cette complicité quand ton marché aux US et tu es en France, ça amène une certaine complexité pour de la revente, en fait. Que tu es à la Belge, même, non ? Enfin, je oui, sais pas, dis-moi, parce que moi, je ne connaissais pas à nouveau, quoi. Je veux dire... Oui, mais en fait, on n'est pas du tout connu en France, parce que notre marché n'est pas là, et qu'on ne recrutait pas beaucoup jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et aux US, les gens nous connaissent, mais il n'y a personne. Ils savent aux US, vos utilisateurs, que vous êtes français ? Je pense pas. C'est excellent. Il y a écrit Made in France, voilà, mais... C'est vrai ? ça, ouais, sur le site, c'est comme ça que tu as vu Made in la Belge, je crois. Ah non, moi j'ai été vraiment dans le footer. Dans le footer. Mais il faut y aller, personne ne va dans le footer. Effectivement, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on crée sur les toits, qu'on est français et qu'on fait du biz aux US. Tu sais, j'ai fait le test tout à l'heure quand j'étais... moi, tu sais, j'ai un bureau chez Exa, anciennement eFounders, et donc j'y étais tout à l'heure juste avant de venir. Et quand je pars, souvent, il y a des gens qui me demandent, des copains qui me disent « Tu vas où ?» Je fais « Je vais au studio, j'enregistre. » Et avec qui ? Et donc je dis avec le CEO de Pictarine. C'est quoi ? Tu vois, c'est quand même des gens qui sont, je pense, pour la plupart, ultra cultivés sur ce qui sort, sur les boîtes qu'il y a, etc. Et donc, tu vois, les gens ne connaissent... Enfin, moi, j'hallucine. Bref, je suis très content. Allez, on plonge dedans. Ouais. Donc, c'est une volonté personnelle. Il y a une volonté de revoir le produit, amener un nouvel élan dans la boîte. Ouais. Et donc, visiblement, ça a plutôt marché. Je ne sais pas si c'est les ambitions que vous attendiez de faire x3 en chiffres. Et je ne sais pas si c'est la seule, d'ailleurs, métrique pour laquelle on peut mesurer cette réussite ou ce changement. Clairement, ça a dépassé ce qu'on pensait, là. Okay. L'impact la magnitude du changement qu'on a opéré, il a été énorme. OK. Bon, on va décortiquer tout ça. Est-ce qu'on parle du produit d'abord, peut-être ? Qu'est-ce qui s'est passé là sur cette période des 3 ans pour qu'il y ait une telle évolution d'un point de vue produit ? Alors, on s'est dit, on veut réinventer cette expérience d'impression photo qui a été maintes fois faite. Nous, on a une spécificité, c'est que c'est le côté tu vas chercher en magasin. Et donc, quand tu vas chercher en magasin, il se trouvait qu'il y a 3 ans, tu allais dans le magasin, tu récupérais tes photos et tu payais en magasin. Et il y a un truc qui était nécessaire, c'est de faire payer dans l'app. Ça paraît fou dans certains marchés, mais ce que Uber a fait, ce que Sunday a fait, enfin voilà, dans le marché, c'était pas du tout fait en fait. Le fait de payer dans l'app. Et donc, il y a eu un premier travail de dire comment on fait. On voudrait récupérer cette transaction dans l'app parce que ça offrait une meilleure expérience aux clients. Avant 2021, les gens payaient sur place au magasin, sur une ou un automate, je ne sais plus comment on dit d'ailleurs, ou alors à une caisse, quoi. C'est avec quelqu'un, un opérateur. Un opérateur. Qui te donne tes photos, en fait. Tu peux même les vérifier, donc ça c'est cool aussi. Tu peux en faire réimprimer. Tu as un service après-vente qui est fait, un service, un SAV qui est sur place, mais tu payes après, en fait. Okay. Et donc, nous, on est convaincus qu'en tout cas, il fallait faire payer. Sauf qu'en fait, ça ne se fait pas comme ça, parce qu'on est en train de... Nous, on a 2 partenaires principaux, Walgreens et CVS Pharmacie. Il faut se dire que CVS, c'est 370 milliards de chiffre d'affaires, juste aux US. Donc, on est plutôt proche d'un Amazon que d'un Carrefour, quoi. C'est quoi CVS, juste ? CVS, c'est les pharmacies, en fait. Ça s'appelle comme ça ? CVS Pharmacie, okay. Ouais, ça paraît... on ne connaît pas ici, mais ils font de la pharmacie, ils font de l'impression photo, ils vendent de la bouffe, voilà. Et pareil, Walgreens, les magasins Walgreens. Donc, en fait, on a nos partenaires, ce sont des gens qui font plus de 100 milliards de chiffre d'affaires. Donc, on a développé aussi des compétences pour négocier avec eux. Mais là, ça a été de se dire, faut qu'on les convainque qu'il faut qu'ils nous remettent le paiement parce que ça fera une meilleure expérience pour nos clients. Donc ça, c'est le premier truc. Et donc, finalement, le produit et le business et les négociations en partenariat étaient extrêmement liés. Est-ce que vous les rémunérez comment ? Nous, alors en fait, eux, les gens payent en magasin et nous, on prend une commission
sur la transaction. Ça, c'était l'ancien modèle. Voilà. Ok, intéressant. Alors attends, on va la refaire, ça c'est super intéressant. Moi j'avais en tête que tu utilises Pictarine globalement, donc ton expérience c'est l'expérience Pictarine. Ça se dit comment en anglais d'ailleurs? Pictarine. Ok, mais très bien dit. Tu t'es entraîné. Ouais, je me suis vachement entraîné. J'ai tellement répété. Tu m'étonnes. Donc à l'époque, je parle donc avant ce changement stratégique, 2021-2020, avant 2021. Les gens arrivaient sur l'app, visiblement ils payaient en boutique, mais en tout cas l'expérience était Pictarine, et ils arrivaient dans un magasin, j'imagine qu'ils trouvaient, qu'ils localisaient via l'app. On leur disait va là pour imprimer tes photos. C'est ça, tu choisis ton magasin. Voilà, tu choisis le magasin. Et finalement, le paiement arrivait sur le magasin, donc c'est le magasin qui est payé, et eux vous rétribuaient. Exactement. Ils vous rétribuaient quoi d'ailleurs? Juste la soustraction, quoi. Ils nous donnaient une commission, enfin un pourcentage sur la transaction. On était sur un modèle transactionnel. Ah, donc c'est comme ça que tu l'as fait historiquement. Ok, voilà. Ok. C'était pas du tout vous qui perceviez les fonds. C'est eux qui perçoivent le chiffre d'affaires en fait, et vous rétribuez. Exactement. Okay. Hyper intéressant. Et donc vous avez voulu faire autrement, c'est-à-dire percevoir en direct, vous, le chiffre d'affaires. Exactement. Et donc négocier avec ce réseau de magasins, ce qui n'est pas simple parce que vous étiez déjà bien déployé. Exactement. Et donc c'est quoi du coup la version, je vais pas l'inventer, mais même si j'ai des idées, c'est quoi la version, le modèle actuel du coup? Alors le modèle actuel vers lequel on tend, parce qu'on il y a encore en cours de transition, il y a encore une partie en magasin encore, Ok. parce que tu imagines des gros comme ça, leur faire changer leur comptabilité, leur façon de... Derrière, tu as des problèmes de fidélité, tu as plein de trucs en fait. Donc aujourd'hui, le modèle, c'est que les gens payent dans l'app et il y a une petite partie encore qui est payée en magasin. Ah, ils payent 2 fois. Mais en fait, ils font un prépaiement en fait. Ce qui nous a permis aussi de réduire les no-shows en fait. Et ça, c'était vachement intéressant pour tout le monde parce que si tu commandes dans notre app, tu vas en magasin, les gens ils viennent pas, tu jettes les impressions photos. Ah, ouais. Et avant, on avait il y avait un certain nombre de no-shows. Encore une fois, ça a permis d'augmenter les marges aussi. C'était un win-win en fait. Finalement, c'était un win pour le client parce que l'expérience est plus smooth, tu payes avec Apple Pay. Et après, c'est un win pour les partenaires parce qu'il y a moins de commandes qui ne sont pas honorées, quoi, en fait. Et alors vous, ça vous arrange dans l'expérience? Ouais. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des impacts business pour vous là-dessus. Si ce n'est peut-être des gens qui reviennent plus ou juste un NPS, j'en sais rien. Alors, en fait, c'est que ce changement-là de transfert du moyen de paiement, il a été accompagné d'un deuxième changement. C'est que jusqu'à présent, on n'avait pas le contrôle des prix. Les prix étaient décidés. Il y avait une grille de prix qui était décidée par le partenaire et on n'avait pas d'autre choix que s'y conformer. Et donc, nous, le problème, c'est que, super, quand tu fais un tirage photo, pourquoi pas, quoi, tu vois, le prix, il est fixé. Par contre, nous, on commençait à ajouter des fonctionnalités, enfin, par exemple, des templates, on a des partenariats avec des licences, comme Warner Bros. Donc, en fait, tu veux inviter... c'est la fête d'anniversaire de ton fils, tu veux inviter ses copains, il peut mettre sa tête à côté de Harry Potter, à côté de Batman. Et ça, forcément, nous, on rétrocède une partie aux licences. Et là, on ne pouvait pas marger en fait, là-dessus. En fait. Et donc, il a fallu leur dire, mais en fait, ces produits-là, on peut les vendre plus cher. Donc, laissez-nous l'offre commerciale. La main dessus. Voilà. Et l'IA, c'est pareil. En fait, là, tu vois, quand on fait des traitements d'images, ça mobilise des ressources. Et puis, c'est des investissements forts, en fait, qu'on fait. Comment on arrive à se différencier si le prix est le même, en fait, nous, on ne s'y retrouve pas et on ne peut pas engager ces investissements. Ouais. Et donc, il y a eu, en même temps qu'on récupérait la transaction, le paiement, il y a eu ce travail de dire laissez-nous de la latitude sur l'offre commerciale, sur les prix. Et donc, on s'est retrouvé, nous, ça faisait 10 ans qu'on faisait un peu du e-commerce, mais finalement sans maîtriser les prix. Et on s'est retrouvé à se dire waouh, on a un super jouet dans les mains, on peut jouer avec les prix, on peut faire des bundles, on peut faire tout l'e-commerce, quoi, en fait. Ah, vous avez retrouvé pas de l'indépendance, c'est pas le bon mot, mais de la liberté, en fait, sur la façon dont vous montez le produit, quoi. Et donc, j'imagine que, la négo n'a pas dû être simple, mais j'imagine que les leviers, c'était de leur dire, écoutez, si on a la main là-dessus, on va pouvoir faire plus de tests et surtout, en fait, on va pouvoir monter les commissions générales, puisque si on arrive à monter nos prix, vous allez gagner. Exactement, en fait. Et donc, il y a eu ce truc parce qu'on est convaincu qu'on va faire la différence sur la qualité de ce qu'on va produire à la fin. Les produits imprimés, ils vont être différents chez nous, quoi. Ouais. Et c'est ça qui a fait la croissance de la boîte, en fait. Hyper intéressant. Donc, le premier, si je résume ce qu'on vient de se dire, la première modif, c'est finalement de transférer la responsabilité du paiement en partie sur Pictarine, ce qui n'était pas le cas avant. Tu as fait la transition tout seul, j'ai bientôt plus besoin de venir animer ce podcast. Tu as parlé d'IA tout à l'heure, donc et tu en as parlé 2 fois d'ailleurs. Au début en disant que c'est un des facteurs qui a fait que vous vous êtes dit on va pas vendre la boîte, il y a des trucs intéressants. Et là tu viens d'en parler en disant on a aussi de la liberté de pouvoir jouer avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue IA, AI du coup, dans le produit Pictarine depuis ?
Alors, il y a eu comme beaucoup de gens, je me suis dit, waouh, il se passe un truc, donc on va monter un pôle IA. Et en même temps, j'avais juste ce moment-là, j'étais avec ma femme Christelle, là, et elle me dit, mais là, j'ai une collègue, elle a une photo de ses grands-parents sont décédés, elle a accès là, et elle voudrait la mettre en grand poster. Et la photo, elle est dégueulasse. Elle est pas nette. La résolution n'est pas bonne. Et tout ça, elle était prête avec un vieil appareil. Et moi, j'avais commencé à regarder un peu l'IA. Je me suis dit, mais attends, on va faire un peu d'upscaling. Et du coup, on a rajouté des pixels. Et tout d'un coup, la collègue, en fait, elle était émerveillée, en fait. Elle s'est dit, mais... La collègue de ta femme, tu veux dire Ouais, la collègue de ma femme, elle était émerveillée parce qu'en fait, elle s'est dit, mais je peux avoir mes grands-parents dans mon salon. Alors qu'elle pensait que c'était perdu. Et cet émerveillement, moi, ça a vraiment été un déclic chez moi. Et c'est pour ça qu'il y a un mois, on a sorti cette fonctionnalité dans l'app où tu peux, on appelle Boost Resolution, ça s'appelle, où tu peux upscaler une photo de pas très bonne qualité pour tous les grands formats. Et ça, pour moi, c'est... on a vraiment la puissance de l'IA dans notre produit, en fait, et ça fait tellement sens quand tu travailles sur la photo, mais il faut choisir les bons traitements d'image pour que ça corresponde à des vrais besoins, quoi. L'usage n'est pas simple. Comment tu as fait pour le faire comprendre aux utilisateurs de Pictarine? Parce que j'imagine que l'usage actuel de Pictarine, c'est majoritairement des photos prises avec ton smartphone, ton iPhone, ou peu importe, qui sont ensuite imprimées. Là, tu parles d'importer, donc j'imagine de scanner une photo. Quand tu dis une photo en mauvaise résolution, c'était pas une photo. En fait, mais tu passes par WhatsApp. Ta résolution, elle est dégueulasse. En fait, oui, d'accord. En fait, dès que tu veux faire du grand format, quand tu veux faire un petit tirage 10x15, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux un grand format, tu as une photo compressée. WhatsApp, elle est compressée, tu ne peux pas l'imprimer en grand format. D'accord. Et finalement, il y a pas mal de gens qui ont des photos WhatsApp et autres sur des photos des réseaux sociaux sur leur téléphone. Ok, je pensais que tu parlais des photos physiques de 1970. Non, c'était pas 50. ce qu'on a. Non, là, tu parles plutôt des photos qui intéressent peut-être il y a 10 ans sur les premiers smartphones, 15 ans, qui sont pas dingues. Mais même il y a 5 ans. Même il y a 5 ans. Quand tu vas sur un grand format, Ok, oui, parce que là, visiblement, elle voulait l'agrandir, le mettre sur un... Oui, c'est ça, c'est que tu veux faire un grand poster, un canevas, tu veux le mettre sur un Libon, enfin voilà. C'est pas un cas isolé, ça? Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, Booster Resolution? Et ben alors, en fait, c'est un truc de ouf. Depuis qu'on l'a mis en prod, là, on est à... Je crois que c'était 6... Attends, on avait 6... Je crois que c'est 30%. On a 30% de nos clients qui utilisent ça. Qui ont imprimé une photo, au moins une photo avec ça. Ça, c'est un levier de croissance pour vous? En tout cas, ça nous excite bien. En tout cas, on a envie de faire plus là-dedans. Ah, c'est incroyable. Tu as d'autres exemples comme ça de l'utilisation d'AI dans Pictarine ou c'est l'exemple majeur? Ouais, je peux t'en donner un autre. Je t'en donne un autre qui nous excite bien en ce moment, c'est Sherlock. On a créé donc Sherlock. Ce qu'il permet de faire, c'est de regarder les photos en temps réel et de se dire qu'est-ce qu'il y a sur la photo. Donne-moi un descriptif de la photo, en gros, pour pouvoir faire de la labellisation en temps réel. Et à partir de là, c'est hyper intéressant, par exemple, en user research. En user research, tu te dis, on voudrait résoudre des problèmes pour les gens qui vont à des mariages. Et donc, en fait, tu vas dans Sherlock, tu tapes mariage et tu as toutes les photos où les gens ont imprimé des photos de mariage, en fait, qui ont attrait au mariage. Et donc, à partir de là, en fait, tu as une base de données, tu peux regarder ce que les gens font. Et puis, on a des gens, en fait, ils éditent les photos dans d'autres apps et là, ils se mettent à faire des templates. Et là, tu fais, ah ouais, hyper intéressant, on peut peut-être intégrer ça. Et il y a d'autres choses, c'est que ça te fait une base de clients à qui parler, en fait. Et donc ouais, ça, c'est un autre exemple de trucs qui fonctionnent super bien. Trop bien. Vous avez sorti combien de features basées sur AI, tu saurais dire? Depuis 3 ans, quoi. Alors, on a vraiment sorti que cette année, les features, parce que tu vois, l'équipe d'IA, on l'a vraiment montée, parce qu'il fallait le financer. Donc, on l'a vraiment montée que milieu d'année dernière, fin d'année dernière. Ouais. Et là, c'est les premières features qui sortent vraiment en prod et qui fonctionnent, quoi. Combien de temps vous mettez à sortir une nouvelle fonctionnalité comme ça? Je dirais, il faut au moins 3 mois. 3 mois. Et c'est des technos existantes que vous imbriquez dans Pictarine ou il y a des choses faites en natif aussi? Je parle notamment du perfectionnement des algos derrière, etc. J'imagine que c'est des briques déjà existantes qui ont été créées par les opérateurs type OpenAI ou autre, non? Alors, nous, on prend nos modèles et on les entraîne. Ok. On ne fait pas appel à des services tiers. On pense vraiment que c'est un vrai asset de la boîte et aujourd'hui, on arrive à faire mieux que tout ce qu'on a vu, en tout cas ce qu'on a. Parce que les gens qui vendaient de l'upscaling, pour nous, c'était pas à niveau. Voilà. Ok.
Et on voulait vraiment, parce que nous on a pas mal de visages, c'est différent de ce que Photoroom peut faire par exemple, je pense, où là on est vraiment sur des objets. Ils ont des visages aussi, ils ont des mannequins, ils ont des... Voilà, mais en tout cas, ils modifient pas les... En tout cas, je pense pas qu'ils modifient la tête des mannequins, peut-être que je me trompe, ils sont plus sur, l'usage des objets, des vêtements, etc. vis-à-vis des mannequins. Mais, et nous, notre usage, il est beaucoup plus humain, en tout cas sur des visages. Donc, c'est beaucoup de photos de visage, vous avez, parce que j'ai pas demandé ça aussi. Bah, en fait, notamment dès que les gens sont parents, là ça mitraille en fait. Donc des bébés, peut-être pas mal d'animaux aussi. Ok, intéressant. Et donc, ce qui veut dire que tu me disais que vous avez fait des recrutements et on va passer sur l'équipe, l'équipe et leur gars juste après, parce que tu nous as dit qu'il y a eu beaucoup de recrutements. Il y a eu des ingés, j'imagine, sur des sujets de machine learning ou d'IA. Enfin, tu vas nous raconter un petit peu. Et ça a pris combien de temps à entraîner ces modèles ? J'imagine que ça continue, mais avant de pouvoir sortir les premières fonctionnalités sur... En gros, ils ont, là, tu vois, sur l'upscaling, par exemple, ils ont bossé pendant 3 mois. Ok. 3-4 mois, pour vraiment avoir un modèle. Et après, il nous a fallu 1 mois pour le mettre en prod avec comment on met ça en prod avec de la haute intensité, combien de serveurs, comment on tient la charge, des temps de traitement et tout ça. Et là, ça fonctionne nickel là, depuis 1 mois. Voilà. Trop bien. Donc, la croissance, on revient sur le débat de début. La croissance, elle est poussée d'une part par ce nouveau... alors, je ne sais pas comment on appelle ça. Je me rappelle, on galérait sur la préparation à définir ce truc, mais en gros, c'est le fait que le paiement soit déporté sur vous maintenant en partie. Donc ça, c'est un des premiers relais de croissance. Le deuxième, c'est l'innovation sur les fonctionnalités, notamment poussée par de l'IA. C'est majoritairement ça, cette nouvelle croissance-là, qui arrive à pic, ou est-ce qu'il y a autre chose ? C'est, en fait, c'est ça. C'est le prix. Comment tu transmets de la valeur après ? Nous, ce qu'on a pu mettre en avant aussi, c'était toute la partie édition, en fait. Et comment éditer facilement sur un téléphone, c'est un casse-tête, en fait. Parce que t'as nos clients, ils nous confient ce qu'ils ont de plus précieux au monde, c'est-à-dire leurs souvenirs. Donc, en termes de design et de flow, t'as pas intérêt à faire de la merde, parce que sinon, c'est les insulter, quoi, quelque part. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment cette conviction-là. Et donc, il faut arriver sur un petit écran à faire des choses complexes d'édition. Et donc, cette simplicité, ça, c'est quelque chose que les gens valorisent. Et c'est quelque chose qu'ils valorisent en acceptant certains prix aussi et en revenant. Donc forcément, cette croissance a été beaucoup générée aussi par ça. Quand tu dis édition, c'est quoi concrètement ? Tu as un exemple ou deux ? Ouais, je te parlais de la carte d'anniversaire d'invitation. Ouais. C'est comment tu sélectionnes un template, le bon template, comment tu navigues dans tes templates. Tu choisis Harry Potter, super. Et après, comment tu prends ta photo ou tes 5 photos que tu veux mettre dessus, comment tu fais l'édition de fonte et tout ça. C'est pas si évident que ça en fait. J'imagine. Ouais. Et donc après, comment ça part et que c'est fidèle au niveau de l'impression. C'est quoi l'âge de vos utilisateurs ? Est-ce qu'il y a une tranche qui est assez précise ou est-ce que c'est large ? Je pense qu'avant, quand on était très utilitaire, c'était un peu plus, on va dire, 35 et plus. Ouais. Là, on a quand même une bonne partie qui est du 15-25, en fait. Ok, plus jeune. Plus à l'aise avec l'éditeur, En tout cas, il y a un côté craft qui parle pas mal aux même 15, on va dire 15-45. Ouais. Et donc, on a plus de personnes de cette tranche-là. Et sur donc, l'édition, c'est un truc qui n'existait pas avant ou très peu ? Tu disais que c'était utilitaire avant l'usage de Pictarine, avant de faire cette refonte-là ? Disons que c'était utilitaire, c'était assez... tu pouvais pas faire des folies avec ça, quoi. Tu vois, tu pouvais pas exprimer ton côté créatif. Là, vraiment, tu peux commencer à t'amuser. Là. Donc, il y a une équipe dédiée à ça, à créer les templates. Donc, tu m'as dit qu'il y a des partenaires aussi, partenariats avec des marques notamment. Et ça, on a une équipe de 6 créa designers qui font les templates, mais qui font aussi pas mal de choses. Tu as l'expérience aussi au-delà des templates. Après, c'est comment tu utilises tout ça. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à copier de boîtes connues comme Snap ou autres, qui ont quand même créé des éditeurs qui sont super bons aujourd'hui. Est-ce que vous avez répliqué des choses là-dedans ou... Alors, comme dirait, on travaille avec Tristan Charival et Rémi. Et c'est vrai que il cite souvent Picasso là-dessus, un bon artiste copie, un excellent artiste vole. Et oui, on vole. Enfin, c'est évident qu'il faut pas réinventer la roue. Tu vois, par exemple, nous, on a une map pour choisir son store, son magasin. Google Maps fait ça très bien. On n'a aucune valeur à ce que nos designers ils passent du temps là-dessus, que les devs là-dessus. Donc ça, forcément, on va le voler en fait. Ou si on peut, on va juste l'importer. Et sinon, on va le reproduire en fait. Par contre, nous,
notre valeur, elle est sur la core expérience, en fait. Donc la galerie, on a intérêt à bien la poncer, la galerie. Ouais. Et c'est là où moi, je trouve que le first principle, il a sa puissance, en fait. C'est se dire, dans ce contexte-là, dans un contexte d'impression, d'une app d'impression photo, ce qui est différent, la galerie va être différente de Google Photos, par exemple. Nous, on est vraiment sur l'impression photo. Et donc l'édition, c'est pareil. Qu'est-ce que nos clients ont besoin ? Et comment on fait que ce soit minimal pour pas polluer l'expérience. Ben ça, je trouve que c'est... donc, on n'a pas fait des copier-coller de Snap, voilà, parce que nous, c'est autre chose. C'est pour imprimer des photos. Alors, tu veux dire que les templates n'ont pas été copiés comme les filtres de Snap. Néanmoins, les mouvements primitifs, j'imagine, la façon dont tu utilises une app, il y a des choses qui sont répliquées, parce qu'en fait, tu peux pas réinventer la roue à chaque fois, sinon les gens sont perturbés. Exactement, et tu as des règles, on va dire, haut niveau. Ouais. Les gens sont habitués à utiliser des applications, ce serait débile de leur réinculter, réapprendre quelque chose, ça ne marchera pas. Ouais. Donc tu as un apprentissage qui est martelé tous les jours, en fait. Donc bien sûr qu'il y a des codes, en fait. Mais par contre, c'est Benoît, mon directeur design, qui dit ça. Lui, il voit ça comme de l'impro jazz, en fait. Il dit l'impro jazz... ouais, c'est improvisé, mais il y a des règles, en fait. Il y a des règles qui sont au niveau, en fait. Et j'aime bien cette image parce que c'est ce qu'on fait, en fait. Ouais. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour du produit, à moins qu'il y ait d'autres choses qu'on n'ait pas évoquées, là, que vous avez modifiées dans le produit depuis ces 3 ans. Non, c'est à peu près tout. Non, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue, peut-être équipe orga ? On en a parlé un petit peu, et je veux bien aussi qu'on parle du fait que tes équipes voyagent parfois aux US, parce qu'il faut bien pouvoir un peu s'imprégner de ce qui se passe là-bas, c'est quand même votre style. Mais tu me dis qu'il y a eu combien de recrutements, tu m'as dit, depuis 3 ans ? On est à un peu plus de 50, ouais. Donc vous avez... Enfin, en 2 ans, on a recruté 50 personnes. Vous étiez 30, vous êtes passé de 30 à 80 ? Ouais, c'est ça. Donc vous avez jamais connu une taille d'équipe pareille, en fait. Ouais. Ça a été quoi le plan de recrutement que vous avez mis en place à l'époque, dans le sens où... c'était quoi, d'un point de vue profil, les gens que vous êtes allé chercher, et pourquoi ? Alors, d'un point de vue profil, il y a plusieurs choses. C'est que, comme je te disais, en fait, il y a 2 ans, on avait une squad. Donc forcément, il a fallu dupliquer, tout simplement. Donc ça a été, on a recruté partout, en fait. On a recruté sur les user research, sur les designers, sur les devs, sur les PM. Et ça, de toute façon, c'était assez organique, en fait. Ok. C'est quoi une squad pour vous ? C'est constitué de quoi ? Ça dépend du sujet, mais en tout cas, tu as quand même ce noyau hyper important qui est le product designer et le dev, en fait, et l'ingénieur. Et donc, pour moi, en tout cas, les plus grandes innovations, elles viennent quand le design et l'engineering sont comme ça, quoi. Elles travaillent main dans la main, quoi. Pas de product manager ? Si, on a des product managers. T'as dit designer et dev, c'est intéressant. Comment tu vois ça ? C'est pas du tout une question pour te mettre en porte-à-faux, ça m'intéresse beaucoup de voir la distinction. Non, mais en fait, ça nous arrive de traiter des sujets juste avec un designer et un dev. Ok, comment tu choisis ça ? C'est intéressant. En fait, c'est quand t'as pas besoin... Tiens, il n'y a pas besoin de gestion de projet, tiens. Ça va être marrant, ça. Nous, on considère vraiment qu'un PM, il est d'abord chef de projet. Et c'est-à-dire que, et c'est la base, il y a d'autres choses bien sûr, mais il doit avoir cette rigueur et donc de pouvoir traiter des sujets en transverse et d'animer ça et de leader ça, en fait. Et donc quand il n'y a pas besoin de beaucoup de transverse et de complexité et dans le temps c'est assez réduit, on se passe de PM. Ouais. Okay. Ils n'ont pas de valeur ajoutée, en fait. Tu as un exemple de, un chantier que vous avez abordé sans PM ? Ouais, l'accessibilité. Okay. On avait cette problématique sur les gens notamment qui mal voient ou qui voient pas très bien, en fait, d'avoir ils ont des grosses fontes. Et donc, ça a pété complètement l'expérience. Et donc, on a travaillé avec Apple là-dessus pour mettre à niveau toute l'app. Et ça, ça a été juste fait par un designer et un dev iOS. Pas besoin de PM dans ce cas. Et un autre sujet, je t'embête vraiment jusqu'au bout, où un PM a été utile et a de l'importance pour toi, typiquement. Je reste sur l'upselling parce qu'on en a parlé, mais il y en a plein d'autres. Mais là, on sorti une fonctionnalité qui répondait à un besoin et qui n'était pas connu, en fait. Et donc, on part d'un problème et donc on va aller chercher cette solution. Et donc, le PM, il est obsédé, en tout cas, il faut qu'il soit obsédé par cette problématique et comment on le résout. Et donc, c'est-à-dire qu'il y avait
comment on transmet, et on arrive sur la partie product marketing, à ce moment-là, comment on arrive à transmettre la valeur de ce qu'on propose, en fait. Parce que Boost Resolution, au début, on ne savait pas qu'on allait l'appeler Boost Resolution. Donc, tu choisis quoi comme mot? Et au début, on était à la upscale. Les gens, ils ne comprenaient rien du tout. Donc là, nous, on utilise Lisna là, pour faire des tests, avoir des feedbacks rapides. Est-ce que les gens ils comprennent le wording? C'est vraiment du copywriting, en fait. Donc, le copywriting, le logo que tu mets derrière, le rendu, est-ce que tu montres avant, après avec la photo. Donc, ça, c'est une partie, comment tu mets dans les mains des clients la fonctionnalité. Donc, toute cette partie product marketing, nous, on n'a pas beaucoup de PMM, on n'en a qu'une d'ailleurs. Donc, le PM, il joue aussi ce rôle-là. Et en même temps, fallait monter des serveurs IA. On a développé une archi en interne pour gérer ça avec un load balancer et tout ça. Donc, tu avais quand même du back. Et au niveau interface, il fallait vraiment... là, tu ne pouvais pas voler quelque chose. Il fallait réinventer un truc, quoi. Et donc, il y avait du taf, quoi, en fait, là-dessus, quoi. Donc, aujourd'hui, vous avez 5 équipes, 5 squads. Ouais. Toutes n'ont pas des PM, de ce que je comprends. Ah si, une squad a un PM en général. Okay. Il y a des sujets qu'on adresse hors squad, on va dire. Ok, il y a des sujets hors squad. Donc il y a une black box quelque part dans la boîte. Toutes les squads ont un ou une PM, un ou une product designer transverse ou un par squad également? Alors, ça dépend des sujets. Ça dépend de l'ampleur du sujet. Parfois, il y a quelqu'un qui peut être à cheval entre 2 squads. Ça arrive, ouais. Notamment, toi, les data analysts se partagent souvent entre 2 voire 3 squads. Et les designers, du coup? Je te pose la question sur les designers. Les designers, ça arrive, ouais. Ça arrive aussi. Donc, il n'y a pas 5 product designers. Il y a 5 PM, mais pas 5 product designers. Aujourd'hui, en termes de... Je te refais faire ton organigramme. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois qu'il y en a 4. Je crois qu'il y en a 4, ouais. Ok. Sachant que nous, tu vois, par exemple, le vendredi, les product designers, ils travaillent sur le design system. Ils ne bossent pas pour la squad. Voilà. Est-ce qu'il y a depuis ces 3 ans, là, il y a un rituel ou quelque chose dans ces équipes-là qui a changé, une manière de bosser qui a changé par rapport à avant? Si vous avez grossi les équipes, ça je comprends. Il y a eu de nouveaux profils à arriver pour ces sujets IA notamment. Hyper intéressant de voir ce que vous avez fait sur l'accessibilité d'un point de vue organisation. Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû modifier dans la façon dont vous bossez, collaborez, etc. Puisque l'équipe a quand même... passe de 30 à 80, quasiment triplé. Ouais, et puis on s'est pris vraiment les pieds dans le tapis l'année dernière. Ouais. Le passage des 60, là, ça a été compliqué parce qu'il y a une perte de sens dans la boîte. Personne ne comprenait ce sur quoi ils travaillaient, en quoi ça contribue à la strate générale. Il y a eu cet endroit on a été pas mal challengé sur le fonctionnement et je peux te dire un peu ce qu'on a fait, en fait. Ouais, avec plaisir. Déjà, on est une boîte hyper produit, nous. Parce que les founders sont prêts produits, on va penser produit, et ça, pendant longtemps, il n'y a eu qu'une équipe produit, François qui l'a géré, où il y avait l'engineering dedans. Et en fin d'année dernière, on a décidé de supprimer l'équipe produit. On a une boîte produit sans équipe produit aujourd'hui. Et parce qu'on s'est dit, et ça c'est des réflexions que François justement a eues avec Rémi. Donc Rémi Guillaume, qu'on rappelle, qui travaille avec Tristan, ils sont associés sur une entreprise qui s'appelle Discovery Discipline. Exactement. Rémi et Tristan ayant travaillé ensemble chez Blablacar. Rémi était CPO et Tristan était le VP Design. VP Design, exactement. C'est chez Malte aussi. Et Rémi, c'est mon coach produit en gros. Trop sympa Rémi. Ouais, il est énorme. Et donc on arrive à cette conclusion qu'il faut supprimer l'équipe produit. Et parce qu'en fait, on a tellement besoin du produit aujourd'hui et le produit drive tellement le business et le marketing. La roadmap produit, c'est presque la roadmap de boîte. Il y avait un peu je suis un raccourci, mais voilà. Et donc, avec un CEO qui fait office un peu de CPO, quelque part, toute l'orga est produit. Et donc, c'est le CEO qui porte la vision produit. Par contre, on a splitté en 2 départements. Le département produit, ça a été le département design et le département opération. Et François, du coup, a pris le département opération. Et chez nous, le département opération gère les PM. Ça veut dire quoi, opération? Pourquoi? C'est quoi leur mission? Opération, c'est... l'ambition, c'est la performance. En fait, la performance dans le comment. Et on s'est dit, attends, François, il est exceptionnel dans le comment. Et le comment, pour moi, c'est le product management. Moi et Max, les fondateurs, on est très bons dans le quoi, c'est-à-dire la vision, en fait, où on va, les choix qu'on doit faire. Ouais. Et donc, on va finalement rendre sa zone de magie à chacun. Et donc, moi et Max, on se concentre vraiment sur le quoi.
et François sur le comment. Et donc les opérations, c'est comment atteindre de la haute performance dans le product management, mais pas que, dans toute la boîte. C'est ça la vision du département opération chez nous. Ok. Et alors, tu as un exemple de collaboration, parce que on a l'impression que c'est un énorme silo entre les deux. Ouais. Il y a le quoi et le comment, c'est des gens qui se comprennent pas parce qu'ils répondent pas à la même question. Mais ça se présente comment sur un chantier ou une fonctionnalité particulière, par exemple? En fait, je te donne un exemple. On est en train de bosser sur rajouter plus de e-commerce dans nos services. Et donc, les PM, ils vont venir interviewer les stakeholders, en fait, comme ça se fait classiquement, je pense. Bon, on va aller venir me voir. C'est quoi la vision produit? Comment tu vois la chose? Qu'est-ce qu'on doit prioriser? Ils vont aller voir Max aussi pour la partie marketing, mais aussi qu'il y a une bonne vision produit, parce que le marketing, le e-commerce, c'est quand même très proche du marketing. Et ils vont aller voir aussi le design. Et donc, avec ça, ils se démerdent. Et ils font un brief, en fait. Ils font un brief. Et puis après, on commence à rentrer dans tout le processus de product management, quoi. Ok, hyper clair. Donc toi, tu as encore beaucoup la main, finalement. Tu as encore beaucoup le nez dans les sujets produits. Tu n'es pas ce CEO d'une boîte de 80 personnes qui est plutôt sur le day-to-day de manière généraliste de la boîte, comme on peut voir dans beaucoup de boîtes. Tu parlais d'ailleurs de founder mode au début. C'est une expression qu'on a entendue beaucoup il y a quasiment 2 ans maintenant, je crois, quand ça a été sorti de la bouche de Paul Graham, je crois, si je me gourre pas, ou de Brian Chesky. C'est Brian Chesky à la base. Mais c'est effectivement, c'est Paul Graham qui a fait un post. Ça a vite bouclé sur... je crois, non? Je crois qu'il y a... plus que ça maintenant. Là, on est en mai 2025. Peut-être que je me gourre, c'était l'année dernière, je me souviens plus. Mais effectivement, c'est des buzzwords qui ont fait un peu la boucle. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par ça quand tu dis que c'est un truc qui t'a inspiré, ce buzzword, justement, cette expression? Comment tu t'es retrouvé là-dedans? En fait, je pense que c'est le mot manager qui me posait problème, parce que le founder mode est opposé au manager mode. Et donc le principe, c'est qu'on embauche des gens qui savent manager l'extérieur et pour faire tourner la boîte. Et du coup, le CEO, il manage des managers et il ne doit pas être dans le courant, en fait, dans le run de la boîte. Et ça m'a jamais parlé, parce que j'ai toujours voulu comprendre et j'ai toujours voulu parler aux gens qui faisaient. Aussi, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique du founder mode, c'est de dire, quand on parle d'IA, moi je vais voir Régis par exemple, et je lui dis, mais ouais, comment l'upscaling, comment tu le fais, machin, ça veut dire, voilà, et je veux comprendre en fait, parce qu'en fait, c'est en rentrant dans les détails qu'on peut avoir une vision globale qui est proche de la réalité en fait, et qui est pas déconnante en fait. Et plus on est loin des détails, moins on prend des bonnes décisions. Après, tu peux pas être dans les détails partout, sinon, et c'est pas du micromanagement, c'est différent. Si tu es dans les détails partout, tu t'exploses complètement. Mais par contre, dans des endroits stratégiques, et là, je t'ai dit que l'IA, c'était stratégie, je passe du temps avec les contributeurs, les devs, les designers, pour comprendre en fait comment on peut faire mieux, comment on peut... Voilà. Et ça me permet de rester très informé et de bien orienter donc, la vision produit. Comment tu fais pour ne pas micromanager, justement, et suivre cette façon de travailler qui est d'être dans le détail, sans micromanager? En fait, une fois que tu as une bonne confiance avec tes équipes, ils sont capables de te confronter. Et ils sont capables de dire, non mais là Guillaume, ce que tu dis, c'est pas vrai en fait. Et si en tant que CEO, personne ne te dit jamais que tu as tort, et tu sais que tu as tort souvent quand même, tu parles tellement, et tu es impliqué dans tellement de décisions que tu prends des mauvaises décisions tous les jours en fait. Et s'il n'y a personne pour te dire, non en fait c'est de la merde ce que tu dis, ça va pas le faire. Donc il y a besoin de cette confiance. En tout cas, nous on travaille énormément sur se connaître soi-même, parce que quand on se connaît soi-même, on est plus performant. Et deuxièmement, on est meilleur dans les relations. Et donc, on est capable de comprendre les autres, mais aussi de les challenger. Et nous, on a une grosse culture de feedback et tout ça. Et donc, quand je vais voir quelqu'un et je commence à lui dire, ouais, tiens, ce serait peut-être pas mal de faire ça, cette personne, elle va avoir aussi ses convictions et en tout cas, elle va être capable de venir me challenger. En tout cas, c'est le principe qui est derrière et qui fait que c'est pas parce que je dis un truc que ça va tout de suite être mis en application. Il faut faire attention à ça quand même, parce que c'est sûr qu'il y a un statut qui fait que, bien sûr, quand tu dis quelque chose, c'est pas n'importe qui dit quelque chose. Et donc, il faut prendre des pincettes en disant, ça, c'est juste une contribution, c'est pas un ordre, en fait. Voilà. Ok, donc c'est le mode d'intervention et le fait que tu n'aies pas le dernier mot, ce que je comprends, qui va différencier le micromanagement du founder mode. En tout
Alors, j'ai pas dit que j'avais pas le dernier mot. Il y a des endroits où j'ai le dernier mot parce que c'est important stratégiquement. Ouais. Mais effectivement, je donne mon avis et il est reçu comme tel par les PM, par exemple. Et les PM sont en mesure de me challenger, en fait. Et ils sont encouragés à me challenger, ouais. Top. On a parlé de produits, on a parlé d'orga. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur l'orga, d'ailleurs, que tu voudrais évoquer ? Sur l'orga, il y a on peut peut-être parler des rituels. C'est vrai que c'est une question que je t'ai posée, on n'a pas été au bout. Non, mais c'est vrai que... Parlons des rituels. Je parlerai peut-être du R après. Ouais. Mais les rituels, en fait, nous, on n'a pas de méthodo, je sais pas, Kanban ou machin, ou Scrum, voilà. En gros, selon le projet, on va designer les rituels et on va les challenger régulièrement pendant la vie de la squad, selon les besoins. Et ça, je trouve que on gagne vraiment en performance là-dedans, parce que quand on arrive à un status update dans un meeting, je pense qu'on a perdu, en fait. Et il faut que ce soit un endroit de discussion, de bonne discussion. On cherche vraiment les bonnes discussions pour qu'il y ait des confrontations positives. Hein. Mais il faut qu'il y ait des points de vue qui soient confrontés pour pouvoir avoir le meilleur outcome possible en termes de décision. Et donc, on est très vigilant. On parlait du comment tout à l'heure, on est très vigilant sur le comment, sur est-ce qu'on a les bons rituels en place pour une squad. Ok, donc ils sont tout le temps remis en question, ces rituels ? Alors, ils sont régulièrement remis en question. Ouais. En général, on fait un point. Tu vois, nous, après, il y a des rituels. Il y a un weekly squad le lundi matin avec les PM et tout le COMEX. Et après, tu as un monthly squad où on regarde est-ce que la squad elle continue ou pas est-ce qu'elle fonctionne bien, est-ce qu'elle travaille sur les bonnes choses et tout ça. Et donc, une fois par mois, on se pose la question. Donc là, c'est toutes les squads, donc c'est 5 équipes entières avec le COMEX. Ouais. Ça fait du monde quand même. Ouais. Ça fait toute la boîte en fait. Non, après, t'as que le PM. T'as que le PM. T'as que le PM, ouais. D'accord. Non, sinon, donc ça fait une dizaine de personnes. T'aurais 50 personnes, on serait en amphi. Parce que vous n'avez pas d'équipe commerciale du tout, vu votre manière. Nous, on a une équipe partenariat. J'allais dire, qui parle, négocie et signe les partenariats avec les endroits physiques aux US notamment. Ouais, et ça, c'est vrai qu'ils fassent partie de Squad, par exemple, aussi. Ouais. Et c'était intéressant, t'as dit au début, on est des fondateurs et une boîte qui est très produit. C'est sans doute dû au fait que vous n'avez pas d'équipe commerciale et c'est ce qui sans doute souvent fausse l'ADN de la boîte dans les équipes B2B où il y a des équipes sales qui sont très fortes. Est-ce que tu penses qu'on peut être très produit ? Alors, c'est dur cette question. Je fais comme tu l'as posé. Est-ce que tu penses qu'on peut être très produit en tant que fondateur dans une boîte B2B ? Ah, mais j'espère. Je sais que tu fais pas de B2B. Non, mais j'espère en fait. Oui. Tu vois, comment il s'appelle, Gilles de Lucas. C'est vrai que pour lui parler il y a 3 semaines, j'ai beaucoup aimé la façon dont on parlait produit ensemble. Et il parle produit. Enfin, moi, j'adore échanger avec lui. Il est au Club Bootstrap aussi. On échange product. Et donc, non, il y en a, ouais. Et ils sont 1000 dans la boîte. Un peu moins. Ils sont pratiquement, je crois. Ouais. Ok, hyper intéressant. Ok, donc on a parlé de produits, d'orga. Et merci pour les rituels. Trop cool. Est-ce qu'il y a un truc qui a changé sur la distribution, le go-to-market ? Donc, j'ai compris le sujet de paiement et je pense que tout le monde a compris, on est revenu dessus. Mais est-ce que dans la manière de distribuer le produit, il y a des choses qui ont changé ? Ouais. Ce qui change, c'est que jusqu'à présent, on était un peu jusqu'à avant ce changement, les gens, ils payaient en magasin. Donc, quand tu payes en magasin, c'est un peu la marque. Enfin, en gros, ta marque est là où tu payes. Et donc, c'est aussi, c'était l'intérêt aussi de pouvoir faire que les gens payaient dans l'app, parce que ils voyaient beaucoup plus la marque, en fait. Notre marque commerciale, c'est Picta. Et donc, on s'est retrouvé avec... Avant, on était assez transparent au niveau branding. Avec, là, maintenant, on va mettre en place une marque forte. Et forcément, ça change ton go-to-market. Et ton go-to-market, c'est très product marketing. Et aujourd'hui, on bosse beaucoup là-dessus sur... Alors on a une PMM, mais tout le monde fait du product marketing, en tout cas dans les squads. Et ça a été un changement sur tes canaux d'acquisition, en fait, parce que avant on récupérait plutôt des gens qui voulaient imprimer, qui étaient intentionnistes, qui voulaient imprimer des photos. Là, il se trouve qu'il y a des gens qui nous voient sur Meta et qui commencent à se dire ah ouais, il est cool ce produit. Parce qu'on ne le trouve pas ailleurs. Et donc, on vient pour ça. Donc, ça a changé beaucoup de choses dans l'équipe marketing, qui était très performance avant, AdWords et compagnie, et qui est devenu plus branding, plus marketing, quelque part, et toujours avec cet ADN de performance, mais en plus, avec cet aspect branding, word of mouth. Voilà. Et là, tu parles pas mal d'orga, mais est-ce que dans l'acquisition de nouveaux clients, il y a quelque chose qui a changé ?
Est-ce que l'acquisition se fait toujours comme avant 2021 ? Ben, du coup, ce qui a changé, c'est les canaux. Les canaux sont diversifiés. Ouais. Y a toujours des gens qui viennent en étant intentionnistes, mais il y a des gens non intentionnistes qui voient nos produits sur Meta. Ouais, donc avant, c'était beaucoup en physique, c'est ça que tu dis ? Les gens arrivaient, ils vous connaissaient en physique, c'est ça que tu dis ? En fait, non, ce que je voulais dire, c'est qu'avant, ils tapaient dans Google, je veux imprimer des photos, Ouais. et nous, on s'affichait, en fait, tout simplement, très utilitaire. Ouais. Là, aujourd'hui, il y a toujours ça, mais en même temps, ils nous voient sur Insta et ils voient nos produits, en fait. Et tu vois, le produit de l'upscaling ou des produits des licences Harry Potter, là, et ben, ils se disent, ah ouais, cool, je vais aller chez Picta. Et ça a été une transformation. C'était 0% d'acquisition avant 2021 via les réseaux sociaux ? C'était très très peu. Ouais. Ah ouais. Et là, c'est significatif ? Là, c'est en train de monter, ouais. Ok, intéressant. C'était volontaire aussi ou vous avez fait des tests comme ça pour voir ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté quand vous avez dit on fait le virage ? Bon là, il faut absolument qu'on tape les réseaux sociaux. En fait, on s'est dit on veut une marque forte. C'est comme ça qu'on aura de l'impact dans le monde. Ouais. Avoir une marque, c'est tellement puissant, c'est au-delà du produit, je pense, avoir une marque. Sauf qu'en fait, avoir une marque forte, c'est possible que s'il y a un produit qui est remarquable derrière. En tout cas, c'est notre conviction de fondateur. Et donc, ça a amené, forcément, c'est très lié en fait. Avoir une marque forte et pérenne, ouais, c'est lié au côté remarquable du produit. Et le côté remarquable du produit, c'est lié au delight, c'est lié à l'émerveillement. Tu vois, on revient sur la photo des grands-parents tout à l'heure. Ouais, là, on a des gens, ils parlent de Boost Resolution. Et donc, on est mémorable. Et quand tu es mémorable, bah, tu es une marque en fait. Il y a vraiment cet engrenage. Enfin, c'est pour ça que je te disais, la transformation, elle a été à la fois business, product et marketing. Il n'y a pas eu de rebranding à faire autre. J'imagine que quand on commence à communiquer sur les réseaux, on fait pas exactement, on véhicule pas forcément le même message. En plus, tu as dit que ta cible a évolué un petit peu. Il n'y a pas eu une volonté de rebrander ? Si, on a rebrandé. Ah ouais. Et d'ailleurs, on est encore en cours d'ajustement sur le rebranding. Ouais. Donc le nom reste. Le nom reste, c'est juste Picta, l'univers sur picta.com. Ouais. Mais l'univers, ouais, on est encore en train d'ajuster le positionnement par rapport à ce qu'on découvre aussi au niveau produit. Comment tu sondes si ça a marché un rebranding ? C'est toujours un truc qui est un peu obscur pour moi. Je crois que c'est le côté mémorable en fait. Les gens ils parlent de toi, ils parlent pas de toi en fait. Et là, les premiers essais qu'on avait fait, on avait une marque, elle était très chouette et tout ça, mais elle convertissait pas beaucoup finalement, pas tant que ça. Et les gens en parlaient pas quoi en fait, pas tant que ça en fait. Voilà. Tu penses que le rebranding va avoir un impact élevé sur le word of mouth ? Je pense que encore une fois, la clé du succès, c'est autour du go-to-market et du product marketing. Quand ton produit et ton marketing ils sont alignés, ton positionnement et ton produit sont alignés, t'as gagné en fait. Et donc je pense que c'est un jeu, c'est compliqué parce qu'il y a plein de dimensions à ajuster en fait. Mais faut le bon produit, faut le bon positionnement, la bonne marque, tout ça, le bon business model, les bonnes grilles de prix. Mais c'est génial de jouer au Lego avec ça. Est-ce que dans tous ces changements, on va partir sur du très concret que les gens aiment bien, même si je pense que ça n'a pas, c'est pas une importance majeure. Votre stack d'outils, le tooling, il y a des choses qui ont évolué. Là, vraiment, je parle au sens large, que ce soit sur des sujets de conception de produits, de marketing, d'acquise. Je pense que les trucs les plus qui ont le plus évolué, c'est autour des tools de la user research. Parce que nous, on n'a pas, comme je te disais tout à l'heure, on n'a pas accès à nos clients. Et donc, ce qui est assez rare, c'est que nous, on a 4 user researchers pour 5 squads. C'est quand même... Ouais. Pour une petite boîte, c'est énorme. Ouais. Enfin, une petite boîte, pour une boîte de 80 personnes, c'est beaucoup. Et parce qu'en fait, on ne peut pas leur parler... comment on fait pour leur parler ? Et donc, on a développé aussi pas mal de tools autour de ça. Tu vois, Dovetail, par exemple, on l'a intégré très vite. Ce qui fait qu'on a notre source de vérité sur toutes les interviews. En plus, maintenant, il y a des features IA, tu peux facilement retrouver des choses. On a développé des surveys in-house. C'est-à-dire que un PM, c'est l'après-midi, il se dit je voudrais avoir un peu d'insight sur comment est perçu tel truc ou les problématiques que peuvent avoir les gens sur les grands formats. Il met en place son survey en quelques minutes. Et l'avantage, c'est que c'est un décalage horaire. Et donc, eux, c'est le matin. Donc, tu as toute la journée pendant notre nuit. Et le lendemain matin, il arrive, il a tous ces insights. Et on a à peu près 10 000 clients par jour. Donc, on a une centaine de 200 insights. Parce que le survey peut popper à n'importe quel endroit du flow s'il a fait telle action. Et donc, ça, c'est le genre de truc qu'on a mis en place. On a mis en place aussi, c'est cool aussi, tu es dans le flow, tu viens de cliquer sur la fonctionnalité d'upscaling.
Et ben là, on va te faire popper une modale et on va te dire, est-ce que vous voulez être mis en relation avec quelqu'un de chez nous? On fait de la user research, en gros. Et en gros, les user researchers, ils se mettent derrière un écran et il y a un FaceTime qui se déclenche. Ils ont juste à attendre. Et en général, ils attendent un quart d'heure max. Et on peut avoir des gens hyper qualifiés en live qui viennent d'expérimenter l'app. Donc, je te parlais de Sherlock tout à l'heure. Tu peux te dire, voilà, tu veux faire le mariage, tu fais de la user research pour savoir qui imprime des photos de mariage. Enfin, des trucs comme ça. On a développé des petits tools comme ça. Et ça nous aide énormément à avoir les insights pour faire de la bonne discovery, en fait. Et vous faites de la research en physique aussi, parce que vous avez quand même une partie qui se passe off-site, enfin offline, pardon, je vais arriver, je cherchais le thème, qui est donc dans les magasins, notamment. C'est important d'avoir des gens en physique qui viennent parler. Alors, on le fait très très peu, voire pas, en fait. Pourquoi? Parce que c'est loin. C'est vraiment ça la moitié. Vous n'êtes pas dit à un moment on pourrait monter une petite unité aux US? On y pense régulièrement, se dire est-ce qu'on envoie des user researchers vivre là-bas? Aujourd'hui, on a estimé que ça valait pas le coup. Ok. Parce que c'est fou, tu pourrais te dire ça coupe quand même d'une partie des retours qui pourrait être ultra important. Surtout que là, en plus, il y a une refonte de votre business pas sur l'expérience en magasin, parce que finalement, je comprends que ça n'a pas dû beaucoup changer dans les magasins. Néanmoins, sur la partie paiement, c'est quand même un flow qui est plus le même. Et non, vous avez réussi à valider. On a adressé tout ça en visio, en fait, en interview visio. Ouais. Comme quoi, il faut pas se prendre la tête. Mais c'était une prise de tête pour vous, ça me paraît hyper naturel quand je me le dis comme ça. De quoi cette décision, ça a été très naturel de vous dire non, on va le faire à distance. Nous, en fait, on a toujours fait du business à distance. Donc, c'est pour ça que le Covid, quand il est arrivé, ça n'a rien changé en termes de business chez nous, parce que nous, on a développé des moyens. Alors, il y a des limitations, hein, bien sûr, mais on a dû être malin sur. On n'est pas dans le pays. On est comment on fait, en fait. Et donc, nous, naturellement, on est remote business first, quoi, en fait, tu vois. Excellent. Bon, on a fait un beau tour d'horizon là, de plein de choses. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête qu'on n'a pas abordées? Tu as une frustration, tu te dis juste, je ne peux pas parler de ça. T'inquiète, j'ai d'autres questions pour toi. Ouais. Non, peut-être, non, en fait, si, il y a ce truc-là, et je pense que c'est tous les gens qui travaillent sur la vision produit. Moi, je suis toujours fasciné par le fait que le produit, il vit tout seul. Et finalement, il y a ta roadmap produit, ta vision produit, elle est nourrie parfois par des opportunités et parfois par une vision forte et drivée. Et je trouve toujours que cet endroit comment concilier les deux et comment cette sérendipité du produit qui avance tout seul, et tout d'un coup il y a quelque chose qui pop, un insight qui pop, c'est tous ces insights, et à un moment tu dis mais ça non, ça doit arriver que dans 5 ans, mais en même temps c'est arrivé, j'y avais pas pensé, comment je revois la roadmap. Et je trouve que c'est un drôle d'endroit, à la fois schizophrénique et à la fois passionnant, le produit qui avance tout seul et le produit que tu fais avancer, en fait. T'en tires quoi comme apprentissage de ça, que d'autres pourraient utiliser? Je pense qu'il ne faut pas être j'ai alterné des phases où je me suis dit le produit c'est juste des opportunités et finalement il n'y a pas de stratégie. J'ai eu des phases où je me suis dit c'est ma vision, c'est celle-là, un peu le mythe de Steve Jobs. Et en fait, faut pas être un ayatollah sur le sujet. Et je pense qu'il faut faire un et pas un ou, en fait, voilà. Et il faut avancer en acceptant que y a ces deux choses qui cohabitent. Et tu fais comme tu peux pour que ça ait du sens, en fait. Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites sur ces 3 dernières années? Oh ouais. Une ou deux que tu pourrais évoquer, peut-être, qui te semblent importantes à faire connaître? Je pense que c'est autour de... Je te parlais d'optimisation. Pendant longtemps, on a pas mal optimisé et on peut avoir tendance encore à optimiser. Et je pense que c'est hyper... c'est pas évident, je trouve, notamment avec les product managers, de se dire, attends, est-ce que là... Soyons assez radicaux, en fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Est-ce qu'on peut faire plus vite, en fait? Et est-ce qu'on n'est pas en train d'optimiser les derniers 5% et on va passer un mois de la roadmap là-dessus? Et ça, je trouve que on est là pour avoir de l'impact et créer des révolutions plutôt que des optimisations. Et aussi, tu crées pas des révolutions encore une fois, en copiant ce que les autres font, en collant ça. Et c'est vraiment, je reviens sur le first principle, c'est de se dire, on part du problème. On est en train de résoudre un problème et on va designer une solution uniquement pour nos clients. Et ça, je pense qu'on a mis du temps à
à l'accepter et à vraiment avoir une discipline pour ne pas tomber dans ces pertes de temps, en tout cas, d'optimisation. C'est le moment où tu optimises un minimum local, alors que tu pourrais aller beaucoup plus loin, quoi. Ça, je pense que c'est une première erreur qu'on a faite et qu'on commence à beaucoup moins faire. Donc c'est une erreur de vitesse d'exécution finalement ? C'est une erreur de lucidité, en fait. Okay. Et forcément, ça a un impact sur la vitesse d'exécution, quoi. Comment tu le résous, ça ? Parce que c'est pas juste un truc très concret, très précis, c'est un peu un état d'esprit à avoir. Ouais, alors ça, c'est François, justement, le CEO, il a designé une méthode qui s'appelle Radical Performance. Okay. Tu le connais en plus, François Goligovic. On s'est parlé il y a 2 ans maintenant. Et dans Radical Performance, il y a justement ces endroits de j'agis, quoi. Je me mets en mouvement tout le temps. Je suis pas en train de rester dans mon coin. C'est-à-dire qu'en fait, pour être concret, on peut mettre en prod un vendredi, on met en prod un vendredi. On met en place un monitoring le week-end, mais on n'attend pas le lundi pour mettre en prod parce qu'on va perdre le week-end entier de data, en fait. C'est ce genre de truc, en fait. Et c'est toujours se dire, je vais dans le mouvement, je demande pas l'autorisation. Donc là, il y a cet endroit de je bouge vite, j'ai des convictions, j'arrive toujours avec des convictions. Et ça, forcément, ça force à partager ses convictions. Et comme il y a un environnement qui accueille le feedback, le challenge, on ne va pas laisser quelqu'un s'enterrer dans une optimisation, en fait. Et ça, je pense que c'est... Mais par contre, c'est beaucoup de coaching, c'est beaucoup de... le groupe, tu comptes sur le groupe pour surveiller, parce qu'on a tous la tête dans le guidon, on se dit, faut que je continue là-dedans, et les autres vont dire, attends, t'es sûr là, ce que tu fais, machin, on discute. Et c'est le groupe qui porte ça, en fait. Une autre erreur que tu veux évoquer, ou c'est la principale ? Une autre erreur... Ah si. Il y a, ça, après, c'est une erreur plus de boîte, mais tu le retrouves dans toutes les équipes, c'est tout ce qui est la courbe en Z. La courbe en Z, ça t'explique que, en général, quand on prend une décision, donc tu prends une décision, je sais pas, sur la vision produit, on va revoir la stratégie produit, et là, tu te dis, ouais, super, je vais devant les équipes et je vais leur expliquer le truc. Et là, tu balances le truc, et là, tu vois qu'ils te regardent avec des yeux, et gros, qu'ils comprennent pas, et toi, tu es là, mais j'ai fait mon job, j'ai communiqué. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de monde fait. Et la courbe en Z, ce qu'elle dit, c'est que une fois que tu as pris ta décision, tu respires, tu prends du temps pour la clarifier. Et une fois que tu l'as clarifiée, tu vas la communiquer, mais surtout, tu vas penser proactivement à l'adhésion à ton idée. L'adhésion de ton idée, quand tu communiques quelque chose, une décision en tout cas, l'adhésion à la décision est aussi importante que la décision en elle-même. Et donc, tu vas mettre de l'énergie. Et nous, on met énormément d'énergie. Tu vois, je te donne un exemple. On a donné la roadmap pour les 3 prochaines années en janvier. J'ai parlé pendant 1h30 sur le produit, le business et tout ça. Et après, on a fait des ateliers. Je voyais en haut qu'il y avait les chapeaux de Bono. D'ailleurs, c'est marrant. Un livre sur les chapeaux de Bono. Et on a utilisé cet atelier, c'est de se dire... je mets le chapeau de Bono, c'est peut-être, je mets le chapeau de l'empathie, par exemple, ces décisions, me faire sentir quoi, au niveau émotion. Et il y a un endroit, c'est le chapeau, je ne sais plus comment il s'appelle, mais chapeau noir, et ça doit être, c'est, vas-y, je peux balancer en quoi elle est nulle, cette décision. Et donc, finalement, on fait travailler les gens en petits groupes pour qu'ils aillent challenger, se rendre compte, qu'ils puissent poser des questions, qu'on puisse échanger là-dessus. Et à la fin de la journée, tu as réussi ton adhésion sur une roadmap de 3 ans. C'est énorme. Parce qu'on a soigné cet endroit de l'adhésion. Et ça, je pense que tu me donnes les erreurs. Avant qu'on intègre cette pratique-là systématique, on a perdu énormément de temps, d'énergie, d'adhésion. Il y a des gens qui ont dû partir à cause de ça. Okay. C'est une révolution, ce truc. Et pareil, c'est quoi ? C'est un truc que tu as diffusé dans la boîte, tu as formé les gens à penser courbe en Z à chaque fois ? Alors, déjà, j'ai martelé. Et puis après, on travaille avec des coachs. Nous, et ils viennent, ils étaient là à cette journée, en fait, et ils nous poussent sur comment on travaille sur l'adhésion, quoi. Et maintenant, on le systématise. Dès qu'il y a une décision importante, on va travailler sur l'adhésion. C'est des coachs en quoi ? En management ? C'est des coachs de vie d'entrepreneur. Non, c'est des coachs de dirigeants, ouais.
Ouais. Tu vois, demain et après-demain, je suis avec Max en off-site et on est accompagné par ces deux personnes. On va dans la forêt, marcher, tout ça. Et ils ont plein d'outils à disposition. Et nous, maintenant, on a monté une académie en fait chez Pictarine. J'ai la Pictarine Academy qu'on a montée depuis 3 ans maintenant. Elle accompagne pas mal les managers, mais pas que en fait. Et tu as toute cette boîte à outils en fait qui est enseignée en fait. Et donc tu as des modules pour que tout le monde puisse progresser et devenir vraiment performant, quoi. Top. Voilà, c'est tout ça qui vous a amené à grossir aussi vite ces 3 dernières années. Donc toutes les décisions dont on a parlé, il y a beaucoup de décisions là. En tout cas, c'est facile de grossir et c'est dur de grandir. Ouais, c'est clair. Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les prochaines années, les 3 prochaines années du coup? Qu'on arrive à faire un quart de la vision produit que j'ai en tête aujourd'hui. J'aimerais bien qu'en tout cas le monde puisse voir ce qu'on a en stock. Trop bien. Écoute, je te souhaite plein de succès et tout ce qu'il faut pour arriver à cette vision-là, et un peu plus qu'un quart de la vision produit. Elle est vaste. Hein. J'ai cru comprendre ça. Sur ce podcast, j'ai pour habitude de parler d'une petite anecdote qu'on pourrait évoquer ensemble, et j'adore cette partie parce que je découvre des trucs parfois, j'ai presque peur de la diffuser. Mais là, je crois comprendre que ça va, on va pouvoir en parler. Tu as notamment une anecdote avec le CEO de Cheers, je veux bien que tu nous racontes un petit peu. Oui. C'était en 2011. En 2011, moi j'avais intégré le premier accélérateur qui a été fait en France qui s'appelait Le Camping. C'était à l'époque Alice Sagheri, je crois avant de faire la famille, qui le manageait. Ça n'existait pas en France, tout ça. Et donc on était assez médiatisés, on était au Palais Brognard en plus, c'était canon. Et on faisait partie des startups référencées dans la photo. Voilà. Et il y a un gars qui me contacte, il s'appelle Antoine. Je dis, Antoine Lecomte. Et on prend un café, en fait. Il est au camping aussi à l'époque? Non, pas du tout. Okay. Il me dit, je fais de la photo. Il venait je crois, de revendre une boîte de photos, une petite boîte de photos. Voilà. Et il me pitch Cheers, en fait. Et à ce moment-là, en fait, je l'écoute, et moi je faisais de l'organisation de photos. Je lui dis, mais attends, mais l'impression photo, ça n'a aucun avenir, mec. Tu vas dans le mur, là. et voilà. Et comme quoi, le CEO visionnaire, beauf. Hein. C'est marrant parce qu'on en a reparlé quand il a revendu Cheers. C'est rigolo que finalement, tous les deux, on ait réussi à avoir des boîtes successful dans l'impression photo après mon manque de vision de ce moment-là en 2011. C'est excellent. Vous êtes restés en contact? Parce qu'en fait, il a monté le Club Climat avec Jérémy de La Lab. Ouais. Et Max, mon associé, a investi dans leur club. Donc on a... en tout cas, Max a gardé contact avec eux. Et vous avez reparlé de ce on en a parlé quand il a vendu Cheers, et il y avait voilà. Bon, excellent. C'était marrant. Merci de t'être livré, d'avoir livré ce petit moment gênant sur le micro, au micro de Catvote. Écoute, merci beaucoup. J'étais vraiment content d'avoir pu creuser ça avec toi. Tu vois, je connais mieux la boîte maintenant. Il y avait des trucs que j'ai compris, que j'avais pas compris complètement pendant la préparation de l'épisode. Super. Donc, j'espère que ça pourra apporter à beaucoup d'entrepreneurs, de product leaders, etc., qui nous écoutent. J'espère. Et complètement. Et écoute, au plaisir d'avoir des nouvelles. J'ai l'impression que ça grossit vite. Je suis sûr que la boîte n'aura plus la même tête dans 2-3 ans encore là. J'espère. En tout cas, on s'ennuie pas en ce moment. Bon retour à la beige. Merci. Salut Guillaume, bye. Salut.